Et si un traité de stratégie militaire, écrit il y a plus de 2 millénaires, pouvait nous donner les clés pour une négociation d'achat aujourd'hui? Ça paraît un peu fou, mais c'est le pari qu'on va explorer. On va plonger dans une approche où la plus belle victoire, eh bien, c'est celle qu'on obtient sans même avoir à se battre. Notre guide, c'est un ouvrage qui s'appelle Acheter sans combattre, de Rémi Juré. Et c'est intéressant parce que l'auteur est un praticien, il a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, D'accord. et il propose de jeter l'image de l'acheteur marchandeur, un peu à l'ancienne, pour la remplacer par l'acheteur stratège. Et la thèse centrale, c'est ça, elle vient tout droit de Sun Tzu. C'est simple mais redoutable. Bah oui, il ne s'agit pas de confrontation, il s'agit de lucidité, de préparation et de maîtrise. C'est une idée qui en fait prend tout son sens quand on y pense. Absolument. La négo-achat, c'est un paradoxe permanent. D'un côté, il faut être ferme, il faut défendre les intérêts de son entreprise, c'est normal. Bien sûr. Mais de l'autre, un fournisseur, c'est un partenaire sur le long terme. Le détruire, c'est souvent se saborder soi-même. C'est ça. Et c'est dans cette tension entre la fermeté et la coopération que les leçons de Sun Tzu deviennent incroyablement modernes. Le but n'est pas de gagner contre l'autre. Non, c'est d'obtenir mieux, plus durablement, et, on l'oublie souvent, avec beaucoup plus de sérénité. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le livre insiste sur un point qui fait un peu mal, c'est que la plupart des négociations sont perdues avant même d'avoir commencé. Oui, par manque de préparation. Voilà, on a tous l'impression de se préparer, mais qu'est-ce que cette préparation stratégique a de si différent? Avant un appel. L'auteur, il la décompose en 3 dimensions. La première, c'est Préparer l'autre. d'accord. Et là, ça va beaucoup plus loin que de connaître son chiffre d'affaires. C'est une véritable enquête. Quels sont ses vrais moteurs, ses contraintes cachées? Un problème de trésorerie, peut-être? Mhm. Et la question clé, qui, chez lui, a vraiment le pouvoir? L'interlocuteur qu'on a en face n'est souvent qu'un ambassadeur. Donc ça, c'est du renseignement stratégique en quelque sorte. Mais la deuxième dimension, elle est plus surprenante. Se préparer soi-même. Ça paraît un peu abstrait. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors non, ce n'est pas de la méditation avant chaque négo, même si ça aiderait sûrement. Se préparer soi-même, c'est d'abord un exercice de lucidité brutale. C'est-à-dire? D'abord, quelle est ma vraie meilleure solution de rechange? Mon fameux BATNA. Mais concrètement, si je me lève, qu'est-ce que je fais? Ensuite, quels sont mes points non négociables? Les vrais. Pas ceux qu'on affiche pour la posture. C'est ça. Et enfin, le plus dur peut-être, quels sont mes déclencheurs émotionnels? Qu'est-ce qui me fait perdre mes moyens? L'arrogance, la flatterie. Le livre a une phrase terrible de vérité là-dessus. Un acheteur sans introspection est un acheteur vulnérable. C'est connaître ses propres failles pour éviter que l'autre ne s'y engouffre. C'est puissant, C'est un investissement, en fait. Le temps qu'on y passe est largement remboursé. j'imagine. Et ça nous amène à la troisième dimension, préparer le jeu. La partie tactique. Exactement. Une fois qu'on a fait ce travail sur l'autre et sur soi, on peut commencer à bâtir des scénarios, anticiper les objections, préparer des réponses, Mhm. planifier l'ordre des sujets et surtout lister ses concessions, mais toujours avec une contrepartie, ne jamais rien donner. Le but, ce n'est pas d'être rigide. Non, c'est d'être prêt à être flexible, avoir une carte et une boussole, pas un script. Et le livre donne des outils très concrets pour ça. C'est ça qui est bien. Oui, et d'une simplicité redoutable. Le premier, c'est la fiche miroir. La fiche miroir. Imaginez une feuille coupée en deux. À gauche, vous mettez ce que je veux, ce que je peux accepter, ce que je refuse. D'accord. Et à droite, vous êtes obligé de faire le même exercice mais pour l'autre. Ce qu'il veut sûrement, ce qu'il pourrait accepter. Ah oui, ça force à sortir de son propre point de vue. Voilà. Ça court-circuite notre instinct qui est de ne penser qu'à nous. On est obligé de se mettre à sa place. C'est une sorte de décentrage forcé. Et le deuxième outil? C'est le plan de négociation. C'est la véritable carte d'état-major. Ça synthétise tout. Les objectifs, les alternatives, la séquence, les questions précises qu'on veut poser. Les signaux à observer aussi, j'imagine. Exactement. L'auteur le dit bien, hein, ce plan n'évite pas toujours la défaite, mais il garantit de ne jamais la subir par surprise. Il y a cet exemple dans le livre qui est assez parlant, le fournisseur qui arrive avec une hausse de prix inévitable, le grand classique. Exactement. Le scénario que tout le monde connaît. Sauf que là, l'acheteur avait fait sa préparation, il avait calculé l'impact réel des coûts pour le fournisseur, il avait une alternative crédible et il savait que son interlocuteur avait besoin de sécuriser du volume en fin d'année. Du coup, la discussion a complètement changé. Elle a pivoté, oui. Au lieu d'un bras de fer sur la hausse, ils ont parlé plan de productivité, la hausse a été annulée et la relation a été renforcée. Et la conclusion de l'auteur est
Une claque. Tout était joué avant d'entrer en salle. La négociation n'a été que la formalisation d'un rapport de force créé bien en amont. D'accord. Donc, l'essentiel du travail se fait seul, à son bureau. Mais toute cette préparation peut s'effondrer au premier contact. Comment on fait pour garder la main, une fois face à l'autre? C'est là qu'intervient la notion de terrain. C'est tout à fait ça. Le terrain, au sens de Sun Tzu, ce n'est pas la salle de réunion. Ah non. Non. C'est le cadre global de la négociation. Et celui qu'il définit prend un avantage psychologique énorme. Ça inclut des choses très simples. Le moment, par exemple. On ne négocie pas pareil un vendredi à 17h et un mardi matin. Bien sûr. Le lieu et le format aussi. Une visio, ce n'est pas pareil qu'un face-à-face. Voilà. La visio réduit la tension, mais aussi la lecture des émotions. Et il y a aussi ce que le livre appelle les règles implicites. C'est ça, hein? Précisément. Celui qui envoie l'ordre du jour en premier, il oriente déjà toute la discussion. Il impose son cadre. Cadrer, c'est gagner avant de négocier. C'est la phrase qui résume tout. On ne subit pas le cadre, on le crée. Le livre cite aussi Sun Tzu. La rapidité est l'essence même de la guerre. Ça semble un peu contre-intuitif avec l'idée de patience. C'est une excellente remarque. C'est un point qui est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de maîtrise du tempo. Le temps, c'est une arme. Et comment on l'utilise? La première façon, c'est de savoir patienter. Le silence. Ah, le fameux silence. Et souvent, pour combler ce vide, il va faire une concession ou donner une information. C'est tellement vrai. On a l'impression que le silence est un aveu de faiblesse. Alors que c'est une démonstration de force. Mais à l'inverse, il faut aussi savoir accélérer. C'est-à-dire, Il y a des moments où tout est aligné, où l'accord est mûr. Trop attendre, c'est prendre le risque que tout capote. savoir sentir le bon moment pour conclure. C'est ça. Maîtriser le tempo, c'est sentir quand freiner et quand accélérer. Mais bon, même avec le meilleur tempo du monde, il y a toujours des imprévus. Toujours. Le fournisseur annonce une nouvelle contrainte. Comment on gère ça sans que tout le plan s'écroule? C'est l'art de l'adaptabilité. L'auteur compare ça à l'eau qui épouse la forme du terrain. L'idée, ce n'est pas d'improviser, c'est d'ajuster sa tactique sans perdre l'objectif de vue. Le plan n'est pas un rail de chemin de fer. Non, c'est une carte routière. Si une route est bloquée, on en prend une autre. Et un imprévu, ce n'est pas forcément une menace. Ça peut être une opportunité pour investiguer, pour poser plus de questions et mieux comprendre la situation de l'autre. Cette capacité à s'adapter, ça repose beaucoup sur la psychologie, j'imagine. Sur la lecture de ce qui n'est pas dit. On est en plein dedans. Le livre est très clair en égo. La perception de la réalité est souvent plus importante que la réalité elle-même. Et c'est là qu'on parle d'influence? Oui, mais attention, pas de la manipulation. C'est l'art d'orienter la perception de l'autre de manière légitime. L'auteur appelle ça la ruse maîtrisée. Le mot ruse a une connotation un peu négative, non? Ça ne veut pas dire tromper l'autre. C'est un point crucial. La distinction est fondamentale. Il ne s'agit pas de mentir. La ruse maîtrisée, c'est jouer sur la visibilité de l'information. C'est-à-dire? Rendre très visible ce qui vous arrange, votre bonne préparation, vos alternatives, et à l'inverse, rendre très discret ce qui vous affaiblit, votre urgence, votre dépendance. L'objectif, c'est de créer une incertitude calculée chez l'autre. Exactement. Une incertitude qui l'incite à la prudence. Et un interlocuteur prudent est toujours plus constructif. Du coup, au-delà des chiffres, on est en plein dans le théâtre des émotions. On est obligé de devenir un décodeur des émotions de l'autre, mais aussi des siennes. Derrière une position ferme sur un prix, il y a quoi? La peur de ne pas atteindre ses objectifs, la pression de sa hiérarchie, le besoin de ne pas perdre la face. Comprendre ça, c'est trouver des leviers bien plus puissants que les chiffres. Et ça suppose une maîtrise de soi, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ego ou de l'impatience. C'est la condition sine qua non. D'ailleurs, le livre propose une approche assez contre-intuitive pour gérer les moments de tension. Quand ça chauffe, mon réflexe serait de calmer le jeu. Et ce serait une erreur, selon cette approche. Ah bon? La technique, c'est de transformer l'attention en levier d'information. C'est simple, quand un sujet déclenche une réaction très forte chez l'autre, C'est un signal? un signal lumineux. Vous avez touché un point stratégique pour lui. Le mauvais réflexe, c'est de reculer ou d'attaquer. L'approche stratégique, c'est de ralentir et de nommer l'émotion sans jugement. Dire quelque chose comme Comme « Je sens que ce point est particulièrement sensible pour vous. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour que je comprenne pourquoi ?» En nommant la tension sans l'alimenter, on désamorce l'agressivité et, très souvent, on fait émerger le vrai problème.
Pour résumer un peu tout ça, si je synthétise l'approche du livre, c'est une invitation à une vraie métamorphose. On quitte le costume du simple négociateur de prix pour enfiler celui du stratège, qui pense le rapport de force dans sa globalité. C'est exactement ça. C'est un changement de posture complet. Et la conclusion du livre est très puissante là-dessus. La performance durable, elle ne vient pas de la victoire par chaos. Non. Elle vient de la maîtrise d'une discipline intellectuelle qui se construit négociation après négociation. Chaque discussion devient une source d'apprentissage. Ce n'est pas une collection de trucs, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est l'adoption d'un état d'esprit stratégique. C'est une vision plus exigeante, c'est sûr, mais sans doute plus gratifiante. Pour finir, le livre nous laisse avec une pensée qui résume toute cette philosophie. Oui, une phrase qui est la clé de voûte de tout l'ouvrage. Elle dit « Le véritable stratège ne cherche pas à gagner une négociation, mais à ne jamais la subir. La nuance est essentielle. Gagner, c'est un événement. Ne pas subir, c'est un état permanent de contrôle, de lucidité et de liberté. Et c'est tout l'enjeu.